est réputée capitale du vaccin avec la tradition Pasteur et la dynastie Mérieux, mais aussi capitale de la greffe et a vu naître la filière des traitements anti-rejet ainsi que la fabrication de cellules souches, de peau et d'organes. Dans le domaine de l'oncologie, Lyon s'est forgé une réputation de premier plan mondial pour sa recherche, par exemple dans le domaine du lymphome. Lyon s'affiche aussi comme une école des neurosciences sur les traces du professeur Michel Jouvet, ou encore comme capitale de la gastronomie, renforcée par les travaux de recherche menés au Centre européen de nutrition pour la santé et à l'Institut de recherche Paul Bocuse. Un socle sur lequel on retrouve aujourd'hui toutes les disciplines phares illustrées par les objets du plan d'investissement d'avenir, en immunothérapie et vaccins, en cancérologie, en neurosciences et neurologie ou encore en cardiologie et nutrition. Dans le paysage de la santé en France et de la recherche médicale en France, Lyon a une place particulière aux côtés de Paris. Lyon a une histoire dans le domaine de la santé, de la recherche clinique, de la recherche fondamentale, tout à fait remarquable. Et comme nous choisissons ce qu'il y a en France de meilleur, il est tout naturel qu'il y ait beaucoup de projets implantés à Lyon. Il y a un institut de recherche technologique portant sur la santé à Lyon. Il y a un laboratoire, par exemple P4, pour explorer les maladies infectieuses dans des conditions de sécurité absolue que nous finançons à Lyon. Il y a des laboratoires d'excellence à Lyon. Il y a, bref, à Lyon, une vitalité de la recherche médicale tout à fait remarquable qui, tout naturellement, quand nous faisons une sélection des meilleurs projets français en matière de recherche médicale, fait que nous sélectionnons beaucoup de projets lyonnais. Prenons un exemple concret, c'est le laboratoire P4. Le P4, c'est donc un laboratoire conçu pour analyser, déceler, combattre les agents infectieux les plus dangereux du monde, par exemple Ebola. Lyon, dans ce domaine, a une histoire. C'est un sujet qui se développe et donc il y avait besoin de moyens supplémentaires qui soient au meilleur niveau mondial. On a choisi Lyon comme centre français unique dans le domaine civil pour établir et développer ce laboratoire P4. Et le programme d'investissement d'avenir, très naturellement, finance, aux côtés d'institutions lyonnaises, je pense notamment à Mérieux, je pense aux organismes universitaires lyonnais, ce laboratoire P4. Pour répondre à ces ambitieux objectifs, l'initiative française Investissement pour le futur, dotée de 22 milliards d'euros dédiés à la recherche au niveau national, a labellisé des projets santé de différentes natures. À Lyon, il y a un potentiel effectivement sur les questions de santé qui est tout à fait exceptionnel, que nous souhaitons mobiliser encore plus fortement. Nous avons une concentration d'objets d'investissement d'avenir autour de la santé tout à fait considérable à Lyon. C'est très important pour notre développement, pour le développement de l'université, qui en a fait un de ses axes majeurs de développement, un de ces 3 axes majeurs de développement que nous avons appelé santé globale. Donc c'est bien aussi une approche particulière de la santé qui n'est pas réduite simplement aux soins, mais au bien-être d'une manière générale et au bien-vivre, et donc à une santé qui relève d'approches multidisciplinaires et de sujets tout à fait multidimensionnels comme l'environnement, la mobilité, les transports, tout un tas de sujets pour lesquels les forces scientifiques à Lyon sont considérables et que nous essayons de mobiliser encore davantage, mais tout autant de sujets aussi sur lesquels le tissu économique est très important, les industries liées à la santé, que ce soit dans le domaine de l'infectieux, de la vaccinologie ou des technologies pour la santé, est tout à fait considérable. Et donc nous pensons que nous avons effectivement un rôle tout à fait particulier à jouer dans le cadre à la fois du développement national. C'est ainsi, sur un terreau riche en sciences et santé, que se développent à Lyon des projets d'excellence menés au sein de centres d'excellence, des équipements d'excellence, des laboratoires d'excellence, des instituts hospitalo-universitaires, un institut de recherche technologique, un institut Carnot, ainsi que des initiatives d'excellence. L'ensemble des objets du PIA se situe sur la chaîne de valeur allant de la recherche aux soins, pour certains ponctuellement sur un maillon de la chaîne, pour d'autres tout au long de la filière des sciences de la vie, depuis la recherche fondamentale jusqu'aux applications chez l'homme.
Si l'humain doit être considéré dans sa globalité, c'est la santé globale, il doit aussi l'être en interaction avec son environnement. Ainsi, le laboratoire d'excellence EcoFect se situe-t-il à l'interface de l'infectiologie et de l'environnement et rassemble plus de 150 chercheurs de communautés scientifiques très diverses. Son originalité est en effet d'associer des infectiologues et des écologues évolutionnistes afin de mieux comprendre l'évolution des interactions hôtes-parasites et aborder des thématiques variées avec déjà des résultats concrets, comme par exemple pour la dengue. Le virus de la dengue, c'est un flavivirus pour lequel environ 40% de la population sur la planète est à risque d'être infection avec ce qu'on appelle une fièvre hémorragique. Et donc on a un projet qu'on a mis en place très récemment au LabEx EcoFect qui consiste à comprendre de manière un peu différente de ce qui est fait classiquement en infectiologie moléculaire, la manière dont l'interaction entre le pathogène, le virus, et son agent qui le transmet, le moustique, va pouvoir faire évoluer différentes caractéristiques du virus, et tout ceci pour mieux comprendre également d'autres niveaux d'interaction sur lesquels on peut espérer jouer pour contrer cette maladie. Alors on a un autre exemple qui est le choc toxique, sur lequel notre rapport à EcoFect a été de mettre en place des communautés de médecins qui sont peut-être plus aptes à mieux percevoir l'intérêt de ces thématiques, avec des infectiologistes qui aident à comprendre sur le plan autant clinique que moléculaire les interactions qu'il y a entre une bactérie qui rentre dans un organisme et qui peut déverser dans cette hôte des toxines bactériennes et qui peuvent induire une maladie en fait. On travaille également sur la légionellose, la fièvre Q. On a également un certain intérêt sur la mise en place de programmes autour de pathogènes qui infectent la chauve-souris. Et ici, on pense tout de suite au virus Ebola, donc pour lequel la chauve-souris est probablement un réservoir important. Et avec l'actualité, c'est sûr qu'à EcoFect, on a également essayé de mettre en place notre propre approche pour pouvoir étudier ces populations de chauves-souris en vue de pouvoir avoir un impact sur l'étude du virus Ebola. La clé de la réussite pour EcoFect repose donc sur l'interdisciplinarité pour une approche intégrée allant de la molécule aux écosystèmes. L'interdisciplinarité est aussi de mise au sein du LabEx DevWeCan, qui se trouve à la frontière entre la recherche sur les cancers et les mécanismes de développement embryonnaire. L'ambition est d'accroître la connaissance de ces mécanismes réactivés au cours de la progression tumorale pour découvrir et valider de nouveaux marqueurs, comme l'explique le professeur Alain Puisieux. L'originalité de ce LabEx, c'est de travailler sur les processus qui permettent la réactivation de systèmes qui sont essentiels pour le développement au niveau embryonnaire. Mais ce qui vraiment est notre originalité, c'est qu'on s'est rendu compte que le développement de certains cancers reposait sur des mécanismes qui étaient relativement identiques. Donc on essaie de comprendre pourquoi ces mécanismes qui sont importants pour le développement d'un embryon sont réactivés, comment ils sont réactivés pour contrer en fait, ces processus qui sont dérégulés de façon tout à fait aberrante. En étudiant en fait ces mécanismes de réactivation anormale de processus qui sont normalement des processus embryonnaires, en fait on étudie un peu tout le processus qu'on appelle le processus de tumorigénèse dès son initiation jusqu'à son évolution et en particulier la dissémination métastatique. Donc on étudie à la fois des mécanismes qui sont très précoces dans le développement de la tumeur et aussi des mécanismes qu'on pense généralement plus tardifs qui vont conduire au développement d'une métastase à distance. C'est vraiment du précoce au tardif. On sait depuis plusieurs décennies qu'il y a une réactivation aberrante dans certains cancers de processus embryonnaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Mais ce qui est beaucoup moins connu, c'est quels sont les mécanismes qui sont à la base de cette réactivation. Comment ça se passe au niveau de ce processus de développement d'une tumeur. Ça, c'est quelque chose pour lequel il y a encore beaucoup de phénomènes à découvrir. L'intérêt de découvrir ça, c'est de comprendre les mécanismes intimes. Et à partir du moment où on connaît vraiment les mécanismes, c'est-à-dire qu'on est capable à ce moment-là d'identifier des cibles potentielles, les facteurs qui sont à la base de cette réactivation. Et une fois qu'on a mis en évidence ces facteurs, on peut les cibler de façon tout à fait réfléchie, c'est-à-dire de conceptualiser des molécules qui vont être capables d'empêcher la réactivation de ces processus et donc de contrer le processus de développement du cancer. Et là encore, que ce soit au niveau de phases relativement précoces, mais aussi, et peut-être même surtout, au niveau de la dissémination métastatique. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'on sait que le développement d'une métastase est un facteur de très mauvais pronostic au cours du développement de la pathologie cancéreuse. Le LabEx DevWeCan, porté par le Centre de recherche en cancérologie de Lyon,
En relation étroite avec les structures rattachées à la recherche intégrée en cancérologie et en collaboration avec le Cancéropôle Clara et la Fondation Synergie Lyon Cancer, vise également à faire de la région lyonnaise un hub mondial de la cancérologie d'ici à 10 ans, avec un véritable impact sociétal et économique en santé. De la cancérologie à la neurologie, autre discipline de recherche phare à Lyon, l'ambition est grande également dans le domaine des neurosciences, où le défi est de percer les mystères de l'hémisphère. Allons découvrir le LabEx Cortex, qui vise quant à lui à améliorer notre connaissance du fonctionnement du cerveau pour permettre la mise au point de nouvelles procédures thérapeutiques afin de soigner les déficits moteurs, perceptifs et attentionnels, ainsi que les désordres cognitifs comme la maladie de Parkinson. Over a number of years now, we've been developing a model of Parkinson and in the macaque monkey using MPTP. This model is extremely interesting because it captures the essential aspects of the disease. That's to say, there's a deterioration in the circadian rhythm, there's a cognitive decline, and after a number of weeks or months, there is eventually a motor deficit. Now, the interest of this model for looking at Parkinson is that it enables you to look at very, very early stages and to see if you're able to inverse the parcours, the progression of the disease using grafts of stem cells. Nos recherches visent à développer des applications médicales et biotechnologiques des cellules souches pluripotentes chez le singe macaque rhésus. Nous travaillons sur deux modèles de cellules souches pluripotentes. Le premier modèle est celui des cellules souches embryonnaires, qu'on appelle également cellules OS, et qui sont, comme l'indique leur nom, fabriquées à partir d'embryons de macaques au 7e jour de gestation. Et le deuxième modèle, c'est le modèle des cellules souches pluripotentes induites, que l'on appelle communément les cellules iPS. Et ces cellules iPS sont fabriquées à partir de biopsies de la peau ou à partir de biopsies de la moelle osseuse par un processus que l'on appelle reprogrammation somatique. Ces deux types de cellules OS et iPS ont deux propriétés fondamentales. La première, c'est l'autorenouvellement, c'est-à-dire leur capacité à se multiplier de manière illimitée en culture. Et la deuxième propriété, c'est la pluripotence, c'est-à-dire la capacité à se différencier dans toutes les cellules qui constituent l'organisme adulte. So what we've done is we've derived, as Pierre Sabatier was explaining to you, we've derived precursors of neurons from the stem cells. We've injected these into monkeys which are suffering from a very early stage of the Parkinson disease, and we've been able to show that these stem cells invert the normal progression of the disease very successfully. And when we've looked at the integration of the graft into the host, we've been able to show that the capacity of the graft to reverse the progression of the disease is directly related to the degree to which it's incorporated into the host. So it's been very successful, yeah. Toujours parmi les laboratoires et équipements d'excellence dont est doté Lyon, intéressons-nous, après les cellules souches, donc au mécanisme de naissance des tissus vivants, au vieillissement de ces derniers. L'Equipex, ingénierie et vieillissement des tissus vivants, s'appuie sur le développement d'outils technologiques de haut niveau répartis entre Lyon et Saint-Étienne, combinant des approches biologiques, biomécaniques et d'imagerie des tissus au cours du processus de vieillissement. Il intègre une double approche, une analyse des pathologies associées au vieillissement et le traitement de ces dernières. L'arthrose du ménisque est une pathologie qui touche énormément de monde à l'heure actuelle. Donc l'idée, c'est d'essayer de regarder de façon assez concrète si cette arthrose peut être soignée et au moins diagnostiquée assez rapidement pour découvrir de nouveaux traitements. Une des technologies qui existe, c'est le microscope confocal qui permet en fait d'accéder directement à la microstructure de l'échantillon et de voir un petit peu l'organisation des fibres de collagène. Et cette organisation est complètement modifiée en fonction du degré de la pathologie. Donc par exemple pour l'arthrose, on voit très clairement une modification de ces fibres qui change complètement les propriétés mécaniques et donc induit des douleurs très fortes chez les patients. Sur cette image, vous voyez en fait une microstructure saine de ménisque avec des fibres de collagène
très linéaire et très propre. Et sur l'autre image, vous voyez des fibres de collagène très désorganisées qui montrent en fait la pathologie arthrosique. Sur le côté recherche plus ingénierie tissulaire, c'est-à-dire la façon de reproduire du tissu. Donc l'idée est assez simple, c'est d'essayer de faire du tissu à partir des propres cellules du patient. Donc vous voyez sur cette manipulation, on va prendre un biomatériau qui va nous servir d'architecture, ce qu'on dit habituellement le scaffold, et puis on va ensemencer des cellules dessus. On va amener un environnement mécanique, un environnement chimique et biologique qui va permettre aux cellules de repousser comme il faut et de refaire un tissu similaire à ce qu'on pourrait obtenir sur un patient sain. Donc là vous avez une image pour un tissu osseux, mais c'est des applications qui peuvent se faire sur la peau, sur le cartilage, sur plein d'autres applications de type tissulaire. Les deux volets, chercher et développer, sont toujours intimement liés, puisqu'après la découverte de nouvelles molécules, de nouveaux mécanismes, les recherches sont forcément l'objet de développement, pour comprendre, expérimenter, investiguer et au final arriver à des applications et des solutions. Le LabEx Prime, qui combine physique, radiobiologie, imagerie médicale et simulation, vise à développer des méthodes et des appareils innovants en imagerie médicale, en traitement de l'image et en radiobiologie, afin d'améliorer les diagnostics, de faciliter le repérage des tumeurs et de perfectionner les traitements en protégeant mieux les tissus sains. Le LabEx Prime contient 2 thématiques en rapport avec la santé. Une de ces thématiques concerne le développement de radiothérapies innovantes. Et parmi ces radiothérapies innovantes, il y a le développement de la dronethérapie. La dronethérapie consiste à irradier des cellules cancéreuses radiorestantes avec des faisceaux de particules, des ions de haute énergie. Et justement, nous avons développé la plateforme Radiograph qui nous permet d'irradier des cellules in vitro avec des faisceaux de protons de haute énergie grâce à l'accélérateur Van de Graaff qui permet d'accélérer avec des millions de volts ces particules. L'intérêt de ces travaux sera d'optimiser les protocoles d'hadronthérapie et les associations de la radiothérapie conventionnelle à la chimiothérapie et aux thérapies ciblées, mais également de choisir la technique la mieux appropriée aux caractéristiques de la tumeur pour chaque patient en fonction de sa localisation en morphologie et sa radiorésistance intrinsèque, d'où le développement de tests in vitro et in vivo. Les nanoparticules que nous utilisons contiennent des atomes de gadolinium. Elles sont développées à Lyon par le professeur Olivier Tillemans et la société Anouache. Donc nous avons testé leur effet radiosensibilisant à la fois dans des cultures de cellules tumorales, puis ensuite nous avons fait une preuve de concept in vivo chez l'animal qui a une xénogreffe de tumeur. Le projet englobe également le développement de biomarqueurs de prédiction de réponse à la radiochimiothérapie. Une étude clinique va être lancée en 2016 dans le traitement des cancers tête et cou à Lyon, associant ces nanoparticules et la radiothérapie. C'est un autre projet du laboratoire qui vise à prédire la réponse des patients à la radiothérapie. Parce que si dès le départ on sait si le patient va être bon ou mauvais répondeur à la radiothérapie, on va pouvoir l'orienter vers d'autres stratégies, soit en augmentant la dose à la tumeur, soit en passant à une hadronthérapie par ion carbone ou une association avec des thérapies ciblées. L'imagerie est au cœur du développement, ce sont les outils qui conditionnent l'avancée des connaissances et les progrès en imagerie sont la clé de nombreuses de ces avancées en permettant de mieux voir et dès lors de mieux comprendre. L'équipement d'excellence Lily consiste à développer une plateforme d'imagerie innovante composée d'un système hybride de tomographie et d'imagerie par résonance magnétique pour l'exploration structurelle et fonctionnelle du vivant de manière simultanée. L'originalité de cette machine, c'est de combiner simultanément et d'acquérir simultanément ces informations et de pouvoir avoir plus que ce qu'on peut obtenir par chacune des méthodes séparément et donc accéder à de l'information dynamique obtenue par l'imagerie IRM, de l'information dynamique obtenue par l'imagerie métabolique par émission de positons et qui permet de suivre des phénomènes en mouvement. Alors le mouvement peut être intéressant quand on étudie le cerveau, peut être intéressant quand on étudie le cœur ou peut être intéressant dans d'autres domaines d'exploration. Ce nouvel outil hybride va apporter des nouvelles manières de regarder l'activité physiologique dans différents secteurs, en neurosciences, en neurologie. Le cerveau, c'est un organe
qui est en perpétuel mouvement, changement d'activité au cours du temps. Donc la combinaison de l'imagerie IRM permet d'accéder à cette dynamique, l'imagerie métabolique également, et on va pouvoir avoir une vision beaucoup plus complète de toute cette combinaison d'informations pour comprendre plus finement les mécanismes impliqués dans certaines fonctions cérébrales, fonctions qui sont plus précisément explorées, et aussi dans les dysfonctionnements qu'on peut avoir dans un certain nombre de pathologies. Cette nouvelle imagerie multimodale promet d'ouvrir des voies innovantes dans des champs d'application variés en neurosciences, cardiosciences et oncologie, au bénéfice donc d'une meilleure compréhension des fonctions cérébrales, de la physiopathologie des cancers, des dysfonctionnements cardiovasculaires ou encore des désordres nutritionnels et métaboliques. Toujours plus puissantes, les technologies visent aujourd'hui à voir l'invisible et à percer les mystères de la matière. Au-delà de la matière inerte, elles bénéficient désormais à la matière vivante, donc à la vie, donc à la santé, comme l'illustre l'Equipex Sens, qui utilise la spectroscopie par RMN associée à différentes techniques de diffraction pour la caractérisation structurale à l'échelle moléculaire de matériaux complexes. NMR spectroscopy today is the method of choice for characterization in molecular and material sciences, and it allows us, it's been developed over the last 50 years, and it allows us to determine with exquisite resolution structures, dynamics of molecules, assemblies in a very, very large range of systems. And this allows us to characterize a range of materials today, from materials used in heterogeneous catalysis through drugs and drug development to structural biology and biological assemblies. One that's of great interest to us today is to be able to hyperpolarize molecules of biological interest, and these molecules could then be used as markers for disease if we can find a way to hyperpolarize them and detect them, for example, in vivo. Parmi les nombreux domaines de recherche au CRMN, la cancérologie a beaucoup à attendre de l'approche par spectroscopie RMN à très haut champ et par hyperpolarisation. Une technologie conduisant à l'hyperpolarisation de métabolites a d'ailleurs été récemment brevetée. Elle va permettre d'accéder à de nouveaux traceurs utiles en diagnostic du cancer et suivi thérapeutique. Alors l'Equipex Sens en fait a été un équipement central pour développer une collaboration qui a permis de montrer qu'on pouvait exacerber fortement par hyperpolarisation des traceurs biologiques et de délivrer une solution de traceur hyperpolarisé qui soit suffisamment propre pour être injectée dans l'homme. Nous avons pu dans ce cadre-là développer des poudres qu'on met dans l'Equipex Sens qui vont ensuite délivrer cette solution qui sera injectée dans l'homme pour faire des suivis métaboliques. Et typiquement, on va pouvoir discriminer des cellules ou des tumeurs, donc des tissus sains ou des tissus cancéreux. Le concept même du programme d'investissement d'avenir repose sur la transformation de l'excellence scientifique en bénéfice pour la santé humaine, la santé publique et la valorisation économique. À commencer par des plateformes pour la valorisation telles que celles proposées par l'Equipex Phenocan. La vocation de ce dernier est de mettre à la disposition de la communauté scientifique et des industriels une plateforme originale de développement de nouveaux modèles animaux de cancer. Les objectifs sont à la fois d'augmenter la compréhension des bases biologiques du cancer, d'aborder le rôle des conditions environnementales sur son développement et de permettre de tester de nouveaux médicaments. L'idée de départ de Phenocan, c'était de fournir des technologies de pointe aux différentes plateformes technologiques qui existent déjà à Lyon pour améliorer la caractérisation des modèles de pathologie. On est en pleine phase de démarrage, donc il y a une partie des appareils qui ont déjà été achetés et une partie des appareils qui sont en cours d'acquisition et en cours de développement. Mais par exemple, il y a une opération commune qu'on a menée avec l'IRT Bioaster autour de l'acquisition du cytomètre de masse qui va permettre de faire des analyses de population cellulaire en visualisant en parallèle 30 paramètres sur une population, alors que jusqu'à présent, avec les technologies actuelles, on était capable au maximum d'analyser 15 paramètres en parallèle. Un autre exemple, c'est la start-up Netris Pharma qui est incubée au CRCL, qui était parmi les membres fondateurs de Phenocan et dont la vocation est de développer de nouveaux modèles animaux de cancer et notamment du développement de modèles de tumeurs endogènes.
Et pour faire le suivi de ces tumeurs, de l'évolution de ces tumeurs et de leur apparition, il faut des appareillages qui n'étaient pas disponibles à Lyon et qui ont été achetés par Phenocan, qui sont des systèmes d'échographie et de photoacoustique d'une part, et des systèmes de tomographie fluorescente d'autre part, qui vont permettre de visualiser les tumeurs et de suivre leur évolution. Phenocan permettra de remédier à 2 types de goulots d'étranglement qui nuisent au développement de projets hautement compétitifs, des verrous technologiques dans l'analyse cellulaire, ainsi que des verrous structurels limitant le suivi longitudinal d'animaux vivants. Toujours dans le domaine des cancers, problème majeur de santé publique, Lyon est une référence mondiale pour le lymphome. Des compétences du GELA et du GELAR qu'est né l'Institut Carnot-Calim. Ces axes sont d'une part la recherche de nouvelles cibles thérapeutiques. Donc il s'agit là d'études classiques in vitro sur des prélèvements issus de patients atteints de lymphome, des modèles cellulaires, des modèles animaux, afin de chercher des nouvelles voies qui expliquent la maladie, la survenue de la maladie, son agressivité, et qui peuvent être l'objet d'interventions thérapeutiques nouvelles. Le deuxième axe, c'est celui des biomarqueurs, qui est toujours un axe extrêmement important en cancérologie, qui vise à identifier dans le sang ou dans la tumeur des patients des marqueurs qui peuvent être analysés au laboratoire afin de diagnostiquer plus précocement ou de prédire l'agressivité ou de choisir tel ou tel traitement chez un patient. Le troisième axe, c'est un axe qu'on appelle marqueur précoce d'efficacité des thérapeutiques, marqueur pharmacodynamique. C'est évaluer lorsque l'on utilise des nouveaux médicaments, notamment avec des techniques de biologie ou des techniques d'imagerie, ce qui se passe chez l'individu de manière à essayer d'apprécier plus rapidement l'efficacité ou la non-efficacité de ce traitement. Et puis le quatrième axe, c'est les outils qui permettent de développer l'ensemble de cette recherche. Calim va effectivement du laboratoire fondamental avec tous ces modèles de biologie fondamentale, de génomique, de modèles cellulaires, de modèles animaux, jusqu'à le transfert de ces recherches vers le domaine préclinique, éventuellement l'évaluation préclinique de médicaments, savoir si on peut ou non envisager son efficacité avant de l'appliquer chez l'homme, et jusqu'à ce que l'on appelle l'essai précoce, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser des médicaments au stade les plus précoces de leur développement, notamment la première injection chez l'homme, après avoir validé un médicament dans des modèles chez l'animal, un beau jour, il faut bien pouvoir l'évaluer chez l'homme. Et c'est les unités de recherche clinique qui font partie de Calim, avec bien entendu la préparation dans des hauts standards de qualité de ces médicaments, qu'il s'agisse de médicaments cytotoxiques ou de médicaments biologiques ou de nouvelles molécules biologiques délivrées par voie orale ou autre. Axé sur la recherche partenariale, Calim répond à des enjeux sanitaires, scientifiques et socio-économiques. Son objectif est d'accélérer l'innovation et son transfert dans le domaine du lymphome à travers un renforcement du partenariat public-privé et une offre R&D unique dans le domaine allant de l'identification de nouvelles cibles cellulaires aux études cliniques d'enregistrement. Actuellement, nous avons à peu près 140 projets dans notre portefeuille de projets. Tous ne sont pas des projets à finalité industrielle. Certains contribuent à ce qu'on appelle le ressourcement scientifique qui doit venir alimenter la science de notre institut. Et l'ensemble de ces études contribuent à des développements industriels, même si tous ont fait l'objet d'une validation de leur intérêt scientifique pour notre institut. Au-delà de la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques, de nouvelles voies, de nouvelles molécules, la nécessité d'outils de production, en l'occurrence de bioproduction. Dédié à la microbiologie, l'IRT BioAster a été créé pour lever certains verrous technologiques et pour résoudre des problèmes d'industrialisation. Il s'y réalise à la fois une recherche académique et industrielle, avec de nombreuses opportunités de recherche collaborative autour des maladies infectieuses et du microbiote, à travers l'intégration de toutes les technologies multi-omiques. Donc pourquoi créer un IRT sur la santé? L'IRT BioAster est un IRT qui se focalise sur la microbiologie, dans la santé et dans la maladie. Dans la santé, parce que nous avons tout un programme qui traite de microbiote, donc toutes les bactéries qui cohabitent avec l'organisme humain et qui sont considérées comme de plus en plus importantes pour définir la santé d'un individu, mais aussi pour lequel une balance
perturbé peut expliquer certaines pathologies chez l'homme, et aussi les microbes dans la maladie, parce que la vaste majorité, et dans le cas des infections, les maladies sont provoquées par des microbes, que ce soit des bactéries, des virus ou des parasites. Donc cet IRT est focalisé sur la microbiologie, mais plus important, il est focalisé sur l'utilisation des technologies existantes et de nouvelles technologies pour aider à répondre à des questions que les industriels se posent, pour pouvoir développer des nouveaux produits, vaccins, services et tests pour les patients. BioAster se situe au niveau des technologies. C'est un institut de recherche technologique au service de la microbiologie et du patient. Et ce que fait BioAster, c'est vraiment le lien entre les découvertes académiques, toutes les découvertes académiques qui se font en microbiologie, en immunologie, et l'utilisation qu'on peut en faire dans des produits industriels, mais pour lequel un lien est nécessaire pour transformer ces idées en quelque chose de valeur pour l'industrie et le patient. 20 projets dans le pipe, ça peut paraître beaucoup, c'est pas encore assez, on a des ambitions qui sont plus grandes que ça. Et aujourd'hui, notre ambition est d'avoir à peu près 40 projets en parallèle chaque année qui progressent vers une solution pour le patient. Clairement, le principe de BioAster, c'est basé sur la collaboration et des projets collaboratifs. Les projets qu'on développe sont des projets qui se font en collaboration avec l'académique, un partenaire privé et BioAster. Donc on a des collaborations avec toutes les instances académiques, INSERM, CNRS, ENS, l'Institut Pasteur et bien d'autres, avec des PME aussi de la région de Lyon et de la région parisienne. L'IRT BioAster se situe au cœur d'un écosystème formé par le biodistrict Lyon-Gerland qui regroupe l'ensemble des acteurs du territoire sur un lieu bien identifié, imaginé par le visionnaire Charles Mérieux dès la fin du siècle dernier, avec déjà la volonté de créer un bouclier sanitaire. L'ensemble du dispositif se trouve à présent armé de structures et infrastructures gravitant autour d'un cœur unique. Le pôle de compétitivité mondiale, Lyon Biopôle, s'affiche comme guichet unique pour les sciences de la vie en se positionnant sur l'infectiologie, la cancérologie, le métabolisme, les neurosciences et les technologies médicales. Lyon Biopôle propose ainsi une offre d'infrastructures de haut niveau destinée à soutenir le développement des PME actives en santé. Le dispositif de Lyon Biopôle, il est relativement simple. On a 4 piliers d'accompagnement. Un pilier autour de la stimulation de l'innovation, donc la mise en réseau des acteurs sur des grands champs scientifiques. On a un exemple très emblématique avec la connexion qui a pu être établie entre la société Fabentech, qui est une société adhérente du pôle, je dirais, historique, et le P4, qui a permis à Fabentech de techniquer directement dans ces infrastructures. Donc on est là sur la réalité de ce que doit être un écosystème, c'est-à-dire un environnement dans lequel les connexions se font et du coup il y a un enrichissement mutuel pour l'ensemble des acteurs. On a un champ d'accompagnement du développement plus économique avec la mise en relation des acteurs au plan plus business, mise en relation avec des investisseurs, mise en connexion des PME entre elles, toute la partie développement à l'international, puisqu'on est dans un champ d'activité où sans développement international, il n'y a pas de développement du tout, et que les problématiques, elles ne sont pas régionales, elles sont mondiales. Et puis le dernier pan, qui est un pan un peu particulier, c'est effectivement l'accès à des infrastructures spécialisées que Lyon Biopôle a développé au fil du temps. D'abord un centre d'infectiologie avec des laboratoires de sécurité P2 et P3, qui permettait de développer les projets collaboratifs dans des locaux qui étaient adaptés et dans des conditions industrielles, malgré tout, de recherche et développement, mais industriels. Un business center, parce qu'il y a aussi des besoins de bureaux. Et depuis un peu plus d'1 an maintenant, la plateforme d'innovation Axinov, dont l'orientation est uniquement autour de l'émergence de production et plus spécifiquement de bioproduction. La finalité de l'ensemble des projets labellisés par le programme d'investissement d'avenir est le patient, le malade. L'Observatoire français de la sclérose en plaques est un projet collaboratif impliquant les neurologues au niveau national afin de développer un outil épidémiologique permettant de réunir une cohorte nationale de patients atteints de sclérose en plaques. Ce, afin de disposer d'une photographie de la maladie en France, ainsi que des sous-groupes de patients présentant des caractéristiques spécifiques. L'objectif final du projet OFCEP est d'utiliser les résultats des données collectées, donc une meilleure connaissance de la maladie pour mieux soigner les patients atteints de sclérose en plaques, améliorer le diagnostic, la prise en charge et le traitement.
L'Observatoire français de la sclérose en plaques est né de la volonté des cliniciens d'utiliser des données qu'ils collectent en routine dans leurs pratiques courantes, qui sont des données cliniques, mais également des données d'imagerie et des données biologiques, pour à obtenir des informations pour les chercheurs, pour mieux connaître la maladie, que ce soit sur le plan physiopathologique, sur le plan épidémiologique ou sur le plan thérapeutique. L'idée, c'est vraiment d'essayer de mieux comprendre la maladie sur le plan physiopathologique, quelles sont ses causes, puisqu'aujourd'hui on ne les connaît pas, la manière dont la maladie évolue de manière globale et la manière dont les traitements influencent l'évolution de la maladie. Ça, c'est une perspective collective, mais derrière, il faut que cette perspective collective, elle puisse s'appliquer à l'échelle individuelle, c'est-à-dire qu'on puisse dire à un patient qui est au début de sa maladie, votre maladie, elle va évoluer de manière plus ou moins grave, et en fonction de cette gravité potentielle, on va vous proposer des traitements qui seront exactement adaptés à votre situation, avec un risque que l'on pourra maîtriser dans une période où l'arsenal thérapeutique est de plus en plus riche. Une des composantes importantes de la cohorte OFCEP est le recueil des images obtenues par résonance magnétique, comme ici sur le site de l'hôpital Lyon-Sud, où nous retrouvons l'environnement IRM pour OFCEP avec le docteur François Coton. L'imagerie dans la sclérose en plaques pour observer correctement le cerveau, que ce soit au niveau des hémisphères ou de la moelle épinière, c'est l'imagerie par résonance magnétique qui est l'examen de référence. Un examen qui n'est pas irradiant et qui permet de détecter de façon non invasive les différentes lésions démyélinisantes, à la fois la composante inflammatoire et la composante neurodégénérative. Dans le cadre du projet, des données cliniques, socio-économiques, d'imagerie et des prélèvements biologiques sont collectés à l'occasion de la prise en charge habituelle des patients atteints de CEP par leur médecin, puis anonymisés, intégrés et archivés dans une infrastructure informatique nationale dédiée et sécurisée. Les données de plus de 40 000 patients ont déjà été recueillies et peuvent être valorisées dans de nombreux projets de recherche afin d'améliorer la compréhension des causes et des mécanismes de la sclérose en plaques. La standardisation permet ainsi des comparaisons et des analyses statistiques fiables valorisées dans des publications. Et c'est essentiel d'avoir ce projet national parce que la France est unique. La France est un pays où, au-dessus du 45e parallèle ou en dessous du 45e parallèle, la fréquence des poussées est différente, la sclérose en plaques est différente et nous avons la chance d'avoir des centres IRM sur l'ensemble du territoire, ce qui nous permet d'avoir un véritable outil épidémiologique grâce à l'imagerie par résonance magnétique, outil qui est d'autant plus important qu'il est très sensible. Lorsque l'on a une poussée, on ne voit pas une lésion, en général il y a 50, 100 lésions en IRM. La maladie a débuté avant et la lésion elle va parler cliniquement uniquement quand elle se trouve dans une zone éloquente. Lorsqu'elle est dans une zone qui n'est pas éloquente, elle ne parle pas. C'est pour ça qu'on a autant de lésions et c'est pour ça qu'on a cette sensibilité de l'IRM sur un territoire, encore une fois, comme la France. C'est une opportunité unique pour essayer de mieux comprendre la maladie, de mieux suivre les patients, de dépister les complications des patients sous traitement. Lyon dispose de 2 instituts hospitalo-universitaires ancrés sur 2 thématiques phares historiques, la transplantation et les neurosciences. L'IHU Opéra se situe au carrefour de pathologies différentes, mais avec une conséquence commune, la destruction tissulaire et la défaillance d'organes. Ainsi, l'IHU Opéra propose une approche aussi bien translationnelle que multidisciplinaire afin de proposer de nouveaux traitements aux patients. L'objectif général, c'est effectivement de décloisonner la recherche, qu'elle soit aussi bien préclinique que clinique. Et ce qui relie finalement ces différents acteurs, c'est les mécanismes d'action des différentes maladies. On s'aperçoit qu'en fait, toutes les maladies utilisent les mêmes mécanismes pour se développer et donc les traitements sont actifs sur l'ensemble de ces mécanismes. L'un d'entre eux, c'est la mitochondrie qu'on connaît par son rôle fondamental dans la production d'énergie de la cellule, mais qui est aussi un acteur important de la mort des cellules quand les cellules sont stressées. Donc l'ensemble des équipes d'Opéra travaillent peu ou prou sur la mitochondrie et sur les mécanismes de son action dans les maladies qui nous intéressent. On s'aperçoit par exemple que certaines protéines de la mitochondrie intéressent aussi bien les gens qui travaillent sur la réplication du virus de l'hépatite que sur l'infarctus du myocarde ou que sur le diabète. Donc vous voyez, c'est des maladies très différentes avec des mécanismes d'action qui sont communs. D'où l'intérêt de rapprocher ces chercheurs, ces cliniciens, pour les faire échanger et développer ensemble de nouvelles thérapeutiques. Le programme scientifique d'Opéra s'inscrit selon 5 axes représentés par 5 work packages. Les pathologies liées à la nutrition et aux risques métaboliques, à l'inflammation, aux maladies cardiovasculaires et enfin au rejet chronique des greffes et aux conséquences de l'immunosuppression après transplantation. Opéra s'illustre donc à travers un aspect très translationnel, reliant les phases expérimentales, précliniques et cliniques.
Ici, avec la production de cellules souches au sein de l'hôpital Édouard Herriot, ouvrant sur des perspectives de régénération tissulaire et de greffe de tissus composites. Notre but est de les utiliser notamment dans la greffe rénale pour, d'une part, protéger le rein de l'ischémie-reperfusion, donc des dégâts provoqués par l'ischémie-reperfusion, mais également, nous avons commencé à démontrer en études précliniques sur le porc que ces cellules avaient un intérêt pour accélérer la reprise de fonction de la fonction rénale, notamment une reprise de la diurèse plus précoce et un retour à la créatinine dès le 7e jour. Grâce à ces ASC, nous avons pu développer des modèles, les différencier in vitro, les incorporer à des modèles de peau reconstruite in vitro pour faire de la peau reconstruite adipeuse avec des adipocytes matures qui vont pouvoir être utiles aux équipes de recherche pour mieux comprendre l'obésité, pour mieux comprendre les mécanismes, éventuellement l'activité mitochondriale et ensuite pour tester des molécules actives, médicamenteuses. Un des atouts d'Opéra, c'est justement d'avoir un ensemble de compétences et de modèles et de techniques qui permet d'utiliser tous ces outils et de travailler tous ces sujets différents avec une même problématique. Par exemple, le modèle de greffe qu'on appelle hétérotopique cardiaque dans l'abdomen de la souris qui permet de faire de la recherche immunologique sur le rejet de greffe. On a aussi des modèles de transplantation de cellules souches, on a des modèles d'infarctus expérimental, des modèles dans le domaine du diabète. Donc tous ces modèles, toutes ces techniques, tous ces acteurs, toutes ces expertises vont en commun pour, in fine, l'innovation thérapeutique. Au sein du pôle hospitalier Est, et plus précisément au cœur des hôpitaux neuro et cardiologiques, respectivement fondés sur les travaux de Pierre Wertheimer et Louis Pradel, un second institut hospitalo-universitaire rassemble toutes les forces de la neurologie, de la neurochirurgie et des neurosciences lyonnaises. Une véritable école des neurosciences s'est construite à Lyon sur les traces du professeur Michel Jouvet, qui le premier en 1953 a décrit un troisième état du cerveau. Depuis, neurobiologistes, neurophysiologistes, neuroanatomistes ne cessent de chercher à percer les mystères de l'hémisphère en collaboration avec les neurologues, neurochirurgiens et autres cliniciens. On est ici sur la plateforme Signaux intracérébraux. C'est une plateforme installée dans un hôpital où l'on enregistre par électrode implantée dans le cerveau les patients qui sont candidats à une chirurgie de l'épilepsie. Et il s'avère que ces patients attendent de faire des crises spontanées et que pendant cette attente, on leur propose, bien sûr avec leur accord, d'utiliser les signaux cérébraux que leur cerveau produit en continu, soit dans des conditions de base, soit lors de passation de tests qui peuvent être divers, moteurs, visuels, des tests de mémoire, des jeux, etc. Donc il y a toute une série d'études cognitives qui se font avec le recueil de ces signaux. La deuxième plateforme est une plateforme auquel Sésame participe, qui est une plateforme d'imagerie par acquisition simultanée des signaux de PET scan et d'IRM. La troisième plateforme est une plateforme d'ingénierie cellulaire pour développer des cellules modifiées pouvant être greffées dans le cerveau pour compenser certaines maladies neurodégénératives, maladie de Parkinson par exemple. La quatrième plateforme est une plateforme expérimentale qui permet de modéliser les échanges entre le sang et le cerveau. Et puis la cinquième plateforme est une plateforme dédiée à la rééducation des patients atteints de déficit neurologique en faisant appel aux techniques de réalité virtuelle qui s'appellent neuroimmersion. De la neuroimmersion avec Sésame, passons à la formation avec Samsei, qui utilise la simulation. Le projet Samsei, doté d'un financement de 4,5 millions d'euros, a pour objectif la mise en place d'un programme pédagogique basé sur la simulation pour un apprentissage participatif et immersif destiné aux étudiants de toutes les filières de santé de l'Université Claude-Bernard Lyon 1 et de ses partenaires. Notre projet s'intéresse à appliquer toutes les méthodes d'immersion, de simulation pour la formation de l'étudiant depuis sa première année jusqu'au 3e cycle. Ces méthodes d'apprentissage sont des méthodes d'immersion. Elles peuvent être numériques, simulation d'intervention chirurgicale, simulation de défaillance cardiovasculaire chez le patient, mais également elles peuvent être basées sur des substituts,
comme des organes d'animaux, par exemple, sur lesquels les étudiants peuvent s'entraîner à faire des interventions, des sutures, ou parfois de l'in vivo, chez l'animal, pour les interventions les plus complexes. Le chirurgien de demain aura besoin d'avoir une formation par simulation, et d'ailleurs c'est une attente de la population que d'avoir des praticiens bien formés et qui n'ont pas été formés sur des patients qui pourraient servir de modèle, bien évidemment. En utilisant les outils les plus sophistiqués, les mannequins, le système de laparoscopie assistée pour les étudiants les plus avancés, et des outils de grande diffusion. Et pour cela, on s'appuie sur le service ICAP de l'université, qui a une maîtrise de tous les outils de graphisme en 3 dimensions, par exemple, et qui permettent de diffuser toutes ces informations aux étudiants en grand nombre. 2 typologies d'apprentissage peuvent être proposées par la simulation. À côté du savoir-faire utilisant des sessions immersives permettant aux apprenants d'acquérir la maîtrise du geste, Samsei s'intéresse à un autre aspect fondamental, le savoir-être, à travers une approche humaniste et la simulation relationnelle par les jeux de rôle. Nous avons recensé les thématiques essentielles de situations critiques, et à partir de ces situations, nous avons monté des scénarios, et les gens vont faire des jeux de rôle dans lesquels ils vont faire tous les acteurs de façon à être en immersion véritable. Cette simulation relationnelle, en fait, fait référence au facteur humain, c'est-à-dire essentiellement à la relation de soins. Elle concerne donc tous les personnels de santé impliqués dans le soin, et elle va mettre au centre, finalement, la communication, et donc le savoir-être qui est le savoir conditionnel, qui mène à la décision, et décision que l'on souhaite partager comme le veut la loi. L'ensemble des objets du programme d'investissement d'avenir se situe donc sur la chaîne de valeur allant de la recherche aux soins et tisse entre eux de nombreux liens, certaines collaborations étant évidentes et effectives, d'autres connexions restant encore à identifier et construire.